Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous filons dans le sud pour poursuivre notre découverte des distilleries martiniquaises au domaine de l'Ammonie, où est fabriqué le rhum du même nom, ainsi que ceux de Trois-Rivières et Duquesne. Dans notre bon plan, nous partirons à la rencontre d'un souffleur de verre. Ils sont à peine plus d'une dizaine dans toute la France et l'un d'entre eux a établi domicile chez nous, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Longtemps leader sur le marché local, le rhum l'Ammonie représentait 60% des parts de marché à la Belle Époque. Aujourd'hui, cette marque emblématique est regroupée avec celle de Trois-Rivières et Duquesne sous la houlette de la société BBS. Ces rhums du Sud ont des arômes très particuliers, comme vous le montrent Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Donc là, dans le champ, ce matin, il y avait une équipe, ils ont déjà terminé de couper quasiment cette parcelle et ils sont partis sur une autre parcelle qui s'appelle Mont-Germont. Enfin, mesdames. Il est midi, nous sommes à Rivière-Pilote au domaine de l'Ammonie. Et depuis 5 h du matin, ces travailleurs venus de Sainte-Lucie coupent la canne à sucre qui sera destinée à la production de rhum. Il y a à peu près 20% des surfaces qu'on ne pourra jamais récolter à la machine parce que soit trop accidentées ou trop exiguës, trop petites. Donc il y aura toujours une part du traditionnel qui restera à l'Ammonie. Une pratique traditionnelle, recherchée, pourvoyeuse d'emplois et qui bénéficie aussi à l'environnement. En coupant à la main, je dirais, on a tendance à moins abîmer les sols qu'avec la machine qui a tendance à tasser les sols, surtout quand il a plu. Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Trois-Îlets et Sainte-Anne sont les 4 communes où se cultive cette canne du Sud aux caractéristiques bien spécifiques. Ce sont des cannes qui ont des rendements faibles parce qu'on se trouve sur la zone sud de la Martinique qui est déficitaire au niveau pluviométrique. Par contre, elles ont une richesse en sucre et des arômes typiques proches du terroir. On est sur des sols argileux, rouges et qui sont très secs, donnent à la canne sa richesse, mais aussi au niveau distillation, fait ressortir davantage, je dirais, des arômes typiques du sud de la Martinique. Des arômes épicés que l'on retrouve à l'étape ultime du process, dans le chai du vieillissement du rhum, où l'assemblage est tout un art. L'assemblage consiste à mélanger des rhums de provenance de fûts différents, de façon à avoir des produits qui sont bien typés. Donc, on va avoir du VO, du VSOP. Donc, le VO, c'est un rhum d'assemblage de 2 à 3 rhums différents, dont le plus jeune a 3 ans. Le VSOP, c'est un rhum où on va assembler 4 ou 5 rhums différents, de façon à ce que le consommateur se retrouve d'année en année dans un profil standard du VSOP. Alors ici, nous avons un fût français et donc on prend des notes un peu mielées, fruitées et compotées parce que dans le fût français, les fibres sont moins serrées, ce qui fait que l'échange gazeux va se faire de manière plus évidente et plus facile. Donc ça va apporter de la douceur, le fût français. Et là, nous avons du fût américain. Et là, pour le fût américain, donc on a plutôt des notes un peu café, cacao, plus toastées, parce que les fibres du chêne américain sont plus denses et donc il y a moins d'échanges gazeux qui vont se faire et donc on va apporter des notes un peu robustes et café, toasté. La couleur et les notes aromatiques du rhum vieux dépendent aussi de la qualité des fûts. Tout dépend de la façon dont on va demander à notre tonnelier de concevoir notre fût. Donc le tonnelier, on va lui demander de faire une chauffe XO. Donc c'est une chauffe qui va apporter des notes florales, fruitées, mielées pour les fûts français. Pour les fûts américains, on va lui demander une chauffe qui va apporter des notes un peu toastées, grillées, café, cacao.
Et tous ces arômes vont permettre de donner des assemblages avec des notes différentes dans les différentes bouteilles que nous avons. Alors Eugène, tu as pris la commande pour ton hypermarché, donc c'est bon, on va livrer, je vois avec la logistique pour que la commande parte dans les temps. A plus, bye bye. Connus pour être historiquement présents dans les moindres recoins de l'île, les 3 marques de rhum de la société BBS, que sont Lamonie, Trois-Rivières et Duquesne, sont fabriquées dans la dernière distillerie fumante du sud de la Martinique, au domaine de Lamonie, et dans des colonnes bien déterminées qui donnent à chaque marque sa spécificité. Nos colonnes n'y sont pas là, ça a été démonté et ramené à Lamonie. Pour faire vraiment le rhum Trois-Rivières et Duquesne à Lamonie. Nous sommes ici à Trois-Rivières, qui est devenu un site entièrement touristique. Trois-Rivières nous donne une nouvelle trouvaille. C'est la dernière trouvaille de Trois-Rivières, la cuvée de l'océan. Comme le guide vous a en parlé, c'est 50 hectares de canne qui se trouvent à l'Anstrabo, tout au sud de la Martinique. Donc à partir de là, on va avoir une autre fermentation et ce rhum-là va avoir une différence du rhum blanc de Trois-Rivières. Non seulement qu'il est médaille d'or pour cette année, mais on va prendre des goûts iodés et salés à l'intérieur. En 2014, la qualité de la production avait été récompensée par le prix de l'excellence. Et 2015 a encore été une récolte de médailles pour Lamonie et Trois-Rivières, adeptes des podiums en France et à l'international. Pouvoir participer à des concours, que ce soit nationaux, internationaux, dans d'autres pays. Cette année, on a concouru aussi aux États-Unis, où on a raflé aussi beaucoup de médailles. Toutes ces reconnaissances nous permettent en fait de faire une communication rapide auprès de nos consommateurs, sans avoir recours forcément à une information de type marketing. Et justement, pour parler marketing, le 15 juillet prochain, la célèbre tête marée de Lamonie s'offrira un relooking pour tenter de séduire de nouveaux consommateurs, avertis bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout pour retrouver sa place de leader sur le marché très concurrentiel du rhum martiniquais. Et on retrouve Nathalie Guillier-Tual, la présidente de BBS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'imagine pas forcément tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte pour fabriquer un bon rhum. La qualité de la canne est sans doute le premier facteur parce qu'il a une influence directe sur le goût final du rhum. En fait, vous les avez tous cités dans votre reportage. Il y a effectivement le terroir. Je crois que tous les rhums de la Martinique, on est bien d'accord, sont tous d'excellente qualité. Si on a la curiosité de faire une dégustation comparative, vous verrez qu'un rhum du Nord n'a pas les mêmes arômes que celui du Sud. Dans le Nord, à cause de la pluviométrie, on va avoir effectivement des arômes beaucoup plus canne mouillée, on va le décrire comme ça, alors que dans le Sud, on va retrouver avec nos cannes sèches et nos rendements qui sont bien moindres, des arômes beaucoup plus floraux, beaucoup plus minéraux, qui retraduisent bien le terroir. Le deuxième point, c'est la fermentation, et là c'est l'expertise de l'homme. Le troisième, c'est la colonne à distiller. Nous avons chacun nos colonnes à distiller, et je pense qu'on ne peut pas faire le rhum du concurrent avec nos colonnes. Vos colonnes, voilà. Chacun a sa propre identité. Voilà. On a vu qu'il y a également les fûts qui rentrent en ligne de compte et l'art délicat de l'assemblage, donc on a découvert dans le reportage. Comment ça se passe quand vous fabriquez un nouveau rhum? Est-ce que vous savez précisément le résultat que vous attendez, les arômes que vous attendez, ou est-ce qu'il y a une part de hasard? Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un but qu'on cherche à atteindre. Mais il y a effectivement le hasard, et en particulier dans le rhum vieux. Notre maître de chai l'a bien décrit. Nous utilisons et nous travaillons avec des fûts de chêne américains. Ça, c'est l'AOC qui l'impose. Américains ou français. Ils peuvent être neufs, ils peuvent être ce qu'on appelle roux, deuxième main, et donc ayant contenu du cognac, du bourbon, par exemple. Et l'art du maître de chai va être d'associer à un rhum blanc, et pas n'importe quel rhum blanc, il faut que ça soit un rhum structuré qui va supporter et qui va transformer, j'ai envie de dire, qui va exceller dans cette mise en vieillissement. Mais vous pouvez prendre à un moment donné un lot et le mettre dans
5 fûts, 10 fûts différents, vous n'aurez mais de même provenance ou de même... On n'aura pas le même goût. Vous n'aurez jamais le même goût, effectivement. Et c'est bien pour ça que le rhum est principalement un spiritueux d'assemblage. Maintenant, nous identifions aussi des rhums exceptionnels, ce qu'on appelle les single casks, qu'on va repérer à la dégustation pour leur qualité parfois atypique. Et on va produire une toute petite production, puisque ça va être 200 litres, 300 litres. Les fameuses éditions limitées. Les éditions limitées, tout Alors, à fait. Justement, quand vous créez un nouveau rhum, on a parlé dans le reportage de cette fameuse cuvée Océan produite à Lanstrabo. L'idée, c'est quoi? C'est de se différencier, de monter en gamme, de faire de la nouveauté par pur esprit de marketing. Quelle est l'idée, en fait? À quel moment vous décidez de créer un nouveau rhum et comment ça se passe? L'idée, je pense que c'est de proposer aux consommateurs une diversité. Et je crois que même si on est dans un métier de grande tradition, où nous avons des codes, c'est intéressant de pouvoir proposer des nouveaux produits. Et quand on parle de terroir, je pense que notre cuvée de l'Océan, qui a effectivement remporté beaucoup de médailles depuis le début de l'année, est très intéressant puisque c'est une parcelle, donc c'est ce qu'on appelle un rhum parcellaire. On a pris une parcelle qui est la plus au sud de l'île et on a obtenu un rhum qui est différent de nos rhums Trois-Rivières qui sont déjà très au sud. Donc ceux qui me disent les cannes, ça n'a pas d'importance, on a tous le même goût, là, on en a je pense qu'on a une vraie démonstration. Après, pour répondre aussi totalement à votre question par rapport au marketing, oui, bien sûr, le marketing joue et vous aurez vu que la bouteille bleu turquoise, j'ai envie de dire, transcende les codes de Trois-Rivières, qui est bien connu pour son bleu turquoise. Là, on a une bouteille qu'on remarque et qui va à la fois avoir les atouts marketing, mais aussi une délicatesse, une subtilité dans le goût. C'est un rhum qui est iodé, salin, donc du coup extrêmement surprenant et que moi je conseille en association, ce qu'on appelle le food pairing, avec un poisson fumé ou avec des fruits de mer. Et ça vous donne un rhum totalement différent. Intéressant, donc avis aux amateurs. Je voudrais parler de la question de la montée en gamme. Aujourd'hui, la part premium, c'est-à-dire haut de gamme de la production de rhum mondiale, ne représente que 4%, c'est très peu, si l'on compare au whisky par exemple, où on est plus sur de l'ordre de 20-25%. Du coup, beaucoup de nos producteurs de rhum font le pari de monter en gamme pour pouvoir se lancer à la conquête de nouveaux marchés à l'international. Quelle est votre stratégie à vous ? Je vais vous dire, on va dans le même sens. Pourquoi? On a la chance d'être, j'ai envie d'appeler l'ère du rhum. Le rhum est le deuxième spiritueux dans le monde, avec 1,5 milliard de litres, par rapport au premier qui est la vodka, qui fait 4,5 milliards. Et c'est une catégorie qui est en croissance importante, plus de 20% de croissance sur les 5 dernières années. Comme vous le soulignez, la partie haut de gamme, ce qu'on appelle les rhums premium, ne représente que 4%. Or, les rhums de Martinique, on est parmi les meilleurs rhums. Vous êtes les seuls à faire de l'AOC? On est les seuls à faire l'AOC. Nous avons des coûts de production relativement élevés parce que nous avons en premier lieu une géographie assez tourmentée par rapport à des champs de canne du Brésil qui vont faire 10 000 hectares. Donc on a un prix de revient élevé et on est considéré, il faut voir les flopées de médailles qu'on remporte tous dans les concours. Donc on a une stratégie évidente, c'est être le haut de gamme du marché du rhum dans le monde. Donc BBS, c'est exactement la même chose, que ce soit pour Trois-Rivières ou l'Ammonie. Nous souhaitons premiumiser nos rhums sur nos 3 marchés, que sont la Martinique, la France métropolitaine, qui est un gros consommateur, et le grand export. La société BBS, c'est donc 3 marques de rhum, on l'a dit, l'Ammonie, Duquesne et Trois-Rivières. Comment faites-vous pour que chaque marque et les rhums qu'elle propose gardent une identité et un goût différents? Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même terroir en termes de cannes, ce ne sont pas les mêmes méthodes de fermentation et ce ne sont pas les mêmes colonnes à distiller. Donc on a 3 rhums qui sont extrêmement différents. Ils ont effectivement leurs consommateurs. Si je prends Trois-Rivières, nous sommes, et en particulier à l'export, considérés comme une gamme
très haut de gamme de connaisseurs. Et là, la nouvelle collection de rhum, puisque nous avons refondu complètement la marque Trois-Rivières avec une bouteille unique, avec un nouveau logo et surtout une nouvelle collection de rhum. Quand je suis rentrée dans la société, on m'a dit Trois-Rivières, c'est la marque des grands millésimes. On n'en sortait plus beaucoup. On les a ressortis, on les avait en stock, on les a mis en valeur dans des belles bouteilles, dans des beaux coffrets. Et à nouveau, je le redis, on a gagné beaucoup de médailles sur cette gamme Trois-Rivières. Vous aviez peut-être un peu perdu cette marque d'identité et là, vous essayez de miser là-dessus pour relancer. Tout à fait. Je crois qu'on a la chance d'avoir un beau terroir, un bel outil industriel, des compétences avec un personnel très qualifié. Vous l'avez souligné tout à l'heure, l'Amoni faisait 60% et j'ai même entendu 80% de part de marché. Qu'est-ce qui fait que vous avez dans les perdu années 80. votre place de leader? Je vais vous dire, je pense, plusieurs choses. La première, peut-être, c'est que c'est dur de rester leader, surtout quand on a 80% de part de marché. La société s'est peut-être endormie. Les concurrents ont fait beaucoup de progrès, ont apporté beaucoup d'innovations et je pense que nos marques, dans les 20 dernières années, ont été moins innovantes. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de rattraper avec cette nouvelle collection de rhum Trois-Rivières et celle que vous découvrirez pour l'Amoni à partir du mois de juillet. Alors ça, ce sera à voir. La distillerie L'Amoni est la dernière fumante du sud de l'île. C'est comme ça qu'on appelle les distilleries qui produisent encore du rhum. Est-ce que c'était une nécessité économique de concentrer la production des trois marques sur ce site ? Objectivement, oui. Quand on parle de... Aujourd'hui, le marché du rhum en Martinique s'exporte à 75-80%. Or, même si nous sommes considérés comme les meilleurs rhums du monde, il ne faut pas croire que le marché mondial nous attend à bras ouverts. On a une compétition et on a une compétition dure, notamment en termes de prix, parce que dans d'autres pays, on produit du rhum qui est bon également et avec des coûts de revient extrêmement bas. Donc c'est vrai qu'une toute petite distillerie aura plus de difficultés à vivre qu'une plus grosse. Et ça a été ce qui a présidé à la décision en 2004 de fermer la distillerie de Trois-Rivières, de transporter les colonnes à distiller de Trois-Rivières à Rivière-Pilote et ainsi de concentrer les moyens communs. Alors très rapidement, parce qu'on va devoir passer à la suite, une question sur l'histoire de ce groupe BBS, donc, qui a réuni les trois marques depuis 1994. Racontez-nous un petit peu quelle est l'histoire de ces deux familles finalement qui ont fusionné. Alors d'abord, l'histoire de la société prend ses racines, comme beaucoup de distilleries en Martinique, dans le patrimoine de la Martinique et les années 1660 pour Trois-Rivières, avec la plantation Trois-Rivières qui a été acquise par Nicolas Fouquet, qui ne verra jamais d'ailleurs le sol de la Martinique, il aura été en disgrâce avant. Et pour l'Amoni, 1749, le comte de Moni, noble breton qui s'installe en Martinique. Le plus intéressant, c'est le XXe siècle, deux familles qui comportent les deux B, Belloni, les frères Belloni, font voyager le rhum en Martinique. À l'époque, chaque région avait sa distillerie, chaque petite partie de la Martinique avait sa distillerie et chacun avait un rhum très local. Et les frères Belloni ont fait voyager le rhum et c'est pour ça qu'on est arrivé à ces 80% de part de marché. Le deuxième B très important, c'est Jean-Pierre Bourdillon qui a redynamisé en modernisant l'outil industriel et qui a exporté, et qui a été l'un des premiers à exporter le rhum de la Martinique et à le faire connaître en dehors de la Martinique. Alors voilà, la société BBS continue de se moderniser à chaque étape de production avec plus d'une centaine de salariés, tous passionnés. Regardez. Tout ce que vous voyez sur votre gauche a été récolté à la machine ce matin. Christian est le responsable agricole de la société BBS. Il s'occupe des 720 hectares de plantation et travaille aussi avec les 70 planteurs qui livrent la canne à sucre au domaine de l'Amoni. Ce métier est très intéressant parce qu'on est à la base de la production du rhum. Donc il y a tout un travail qui est fait en amont qui est très important, c'est-à-dire le travail du sol, de plantation, de choix de variétés par rapport aux zones de production et avec, je dirais, autour un facteur humain qui est important
parce que c'est une activité saisonnière pendant laquelle on a énormément de personnel, à la fois pour la récolte et ensuite pour l'entretien des parcelles. Avec 29 000 tonnes de cannes broyées chaque année dans la distillerie, la mission de Christian est d'en assurer l'approvisionnement nécessaire pour la production. Ce que j'aime, c'est à la fois de voir que le fruit du travail d'une année, on le récolte et qu'on arrive à approvisionner correctement la distillerie pour qu'elle fabrique un rhum de qualité. Christian et le rhum, c'est un peu une histoire de famille qu'il continue d'écrire à sa manière. Mon grand-père était agriculteur, il a fait de la canne, il avait une distillerie au Lorrain à l'époque. Ensuite, il a fait d'autres cultures comme du café, du cacao, de la banane. Et donc aujourd'hui, l'exploitation n'existe plus. Mais il m'a refilé, je dirais, la fibre agricole. Ça a sauté une génération, mais elle est là. Mais mon père, lui aussi, il est très proche du secteur agricole. Comment tu vas? Ça va, oui. Là-haut, tu n'as plus rien fait, hein? Si, ça fonctionne, mais la descente est toujours problématique, quoi. Problématique, ouais. Donc, je peux faire monter, et puis ça va pousser la canne pour moi en bas. D'accord. La maintenance, c'est son domaine à Henri. Il faut dire qu'il en était le responsable à la distillerie. Mais depuis quelques mois, il dirige la production. Mon rôle, c'est de coordonner toutes les équipes ici de façon à ce qu'on puisse assurer la fabrication du rhum dans les conditions de l'AOC, de l'appellation d'origine contrôlée. Donc je dois veiller à ce que tout soit mis à disposition du personnel de façon à ce qu'ils puissent réaliser leurs tâches dans les meilleures conditions possibles. Et la pression est bonne. Et en période de campagne, c'est une course contre la montre qui est engagée pour produire vite et beaucoup. Nous avons une fenêtre de tir qui est très courte, qui est la période du carême, et qui va de janvier à juin, avant le retour des pluies, puisque la difficulté, c'est de pouvoir tout couper avant le retour des pluies, de façon à ce qu'on n'ait pas de problème et dans les champs, et aussi au niveau de la qualité des cannes, puisque plus il y a de l'eau, moins les cannes sont sucrées. Un métier qui le passionne et qui comble son envie d'apprendre. Dans la distillerie, on en apprend beaucoup. Le personnel m'apprend beaucoup déjà, parce que c'est un métier où il faut être assez ancien pour pouvoir, comme un distillateur, c'est un vieux métier. Et j'en apprends tous les jours et j'en apprendrai encore dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, je suppose. Voilà. Cette année, ce sera la dernière campagne de la machine à vapeur de la distillerie Lamoni. Les machines passent, mais les hommes restent et poursuivent une aventure industrielle commencée il y a plus de 200 ans. Nathalie Guillier-Tual, donc la production de rhum est directement liée à celle de la canne à sucre. Vous broyez chaque année 29 000 tonnes de canne par an. C'est énorme, c'est un secteur qui reste pourvoyeur d'emplois. Comment est-ce que vous faites pour travailler avec un maximum de planteurs locaux? Alors 29 000 tonnes, comme vous le dites, c'est important puisque c'est près d'un tiers des broyages de la Martinique. Nous n'avons pas le choix puisque nous ne produisons pas assez sur nos terres. Nous avons un grand domaine, mais toutes les terres ne sont pas exploitables. Et la particularité de la distillerie de Rivière-Pilote, c'est d'acheter à près de la moitié des planteurs de la Martinique. Donc nous avons effectivement plus de 70 planteurs qui travaillent pour nous. Nous sommes très proches de ces planteurs. Nous avons créé une association des planteurs Lamoni. C'est, je vais dire, c'est une famille que nous aidons à les financer. C'est pour ça que c'est une filière en difficulté. En difficulté, tout à fait. Et un petit planteur aujourd'hui a du mal à vivre. Donc l'association des planteurs Lamoni est là aussi pour les aider à trouver les bonnes pratiques culturelles, à les financer à certains moments ou à développer leur métier. Et ainsi, je voudrais dire, souvent on me dit que c'est un secteur vieillissant. Eh bien, écoutez, nous, on a des jeunes planteurs qui ont repris. Et planteuses, vous avez raison, nous avons des femmes planteurs et je leur dois mon respect parce que c'est un métier dur. Et je respecte également ces jeunes qui se lancent parce qu'on va dire que ce n'est pas
à la mode. Ils ont eu le courage de le faire, on les a aidés et pour certains, ils développent une belle petite entreprise autour de leur travail. Alors j'aimerais qu'on parle également des métiers de la production qui sont très importants puisque chaque année vous produisez 3 millions de litres en très peu de temps, on l'a vu sur la période du carême, et c'est ces métiers-là de production qui vont permettre d'organiser les tâches pour que ça se passe de la façon la plus efficace et la mieux possible. Oui, comme vous le dites, en fait, c'est une production un peu stressante parce qu'elle n'est pas au fil de l'année. On n'a pas le droit ou peu droit à la panne et ça demande effectivement beaucoup de savoir-faire de la part de nos salariés. Alors, est-ce qu'il y a des formations particulières pour Je vais vous dire, la meilleure production formation, c'est sur le terrain. C'est ce qu'Henri Vicrebec disait. Je crois que on apprend dans ce métier parce qu'on ne l'apprend pas forcément à l'école. Alors maintenant, certains métiers vont entrer dans les distilleries. Je crois qu'on aura de plus en plus besoin d'électromécaniciens parce que l'électronique rentre, ou le pilotage par ordinateur dans nos distilleries. Mais le savoir-faire de l'homme, cette touche finale, je pense, est la plus importante. Et ce qui est important, c'est justement d'assurer ce passage entre les générations. J'ai été très admirative l'année dernière, un certain nombre d'anciens sont partis et ont formé et reviennent encore pendant la campagne pour être sûrs que les plus jeunes qu'ils ont laissés reprennent bien le flambeau. Merci, restez avec nous Nathalie Guillet-Tual. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 1900, c'est le nombre de chambres d'hôtel perdues par la destination Martinique depuis le pic de l'année 2000. C'est ce que nous apprend une note express de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, de janvier 2015. La Martinique a ainsi perdu en quelques années le tiers de sa capacité d'accueil. En 2013, elle compte 64 hôtels homologués. Ce parc hôtelier ne compte que peu d'hôtels de classe supérieure. Nous n'avons que 5 hôtels de 4 ou 5 étoiles, 23 hôtels ont 3 étoiles, 14 en affichent 2, 3 ou une seule étoile. La note express de l'IEDOM décrit donc un secteur en grande difficulté. Il y a cependant de l'espoir. Le comité du tourisme de la Martinique a présenté il y a quelques semaines un ambitieux schéma directeur de développement hôtelier et para-hôtelier de la Martinique qui vise à redresser ce secteur dans les prochaines années. Partons maintenant découvrir un artisan presque magicien. Il transforme le verre en bijoux délicats ou en statues. Ce souffleur de verre s'est établi en Martinique où il fait vivre son art presque disparu. Regardez. Il n'en existe plus qu'une dizaine en France. En Martinique, il est pour l'instant le seul à proposer cet artisanat ancestral. Mon activité se résume à avoir des baguettes de verre, un chalumeau. Je vais venir fusionner le verre à 1200 degrés. Le verre va se ramollir. Il va devenir comme du miel et là je vais pouvoir commencer à le travailler. Donc après c'est des mélanges de couleurs, l'étirer, l'écraser, l'aplatir pour arriver à une forme, pour arriver à un objet. Des créations aussi diverses que variées où les hippocampes, araignées, poissons, grenouilles et autres tortues côtoient des fleurs, des bonsaïs, des enseignes personnalisées avec des sculptures uniques pour décorer la maison, sans oublier bien sûr les bijoux en verre très tendance qui font le bonheur de ces dames. C'est un coup de cœur, oui. La première fois que je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu donc cette petite perle-là. Et je l'ai acheté de suite et depuis je viens très régulièrement, toutes les semaines, pour voir un petit peu les nouveautés. C'est très léger, c'est très robuste. Moi ça fait 2 ans que je les ai, ils n'ont jamais bougé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une très belle matière et c'est très agréable à porter. Si la boisson alcoolisée la plus consommée aux Antilles n'est pas locale, on peut quand même la boire dans des flûtes uniques et originales fabriquées dans cet atelier en Martinique. Des flûtes à champagne, donc généralement j'en fais beaucoup pour des cérémonies comme le mariage ou des baptêmes. Donc là le verre, il est entre 800 et 1200 degrés, là je peux commencer à le travailler. Donc il a une texture de miel et je vais venir étirer cette fameuse pointe qui va me permettre de faire ma bulle de verre par la suite. Du producteur directement au consommateur. Un consommateur qui peut devenir aussi un créateur, car juste derrière le comptoir, c'est l'atelier où l'on peut créer son propre bijou. On va faire une petite perle plate.
Et c'est vrai que j'ai envie de partager aussi avec les habitants de la Martinique ce beau métier. Donc par le biais des journées découvertes, donc elles peuvent fabriquer leurs perles et repartir à la fin de la journée avec leur travail. Mais ça fait plaisir, c'est la première fois que j'en fais. Et là je suis bien enroulé. Alors c'est pas cette baguette là qui tourne. Mais c'est pas du tout, et c'est super, c'est génial. Considéré comme une matière précieuse dans l'Antiquité, le bijou en verre allie donc beauté et raffinement, un accessoire précieux mais qui a l'avantage de ne pas être aussi prisé que l'or. Le verrier à la flamme est un métier d'art à découvrir, à apprendre et à transmettre avant qu'il ne disparaisse comme d'autres savoirs ancestraux sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Alors que reste-t-il à faire pour préserver ce patrimoine? C'est peut-être aux consommateurs de choisir. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous laisse dire un mot sur le tout nouvel éclairage du site de Trois-Rivières qui est mis en place dès ce soir. Mais oui, à partir de ce soir, vous allez voir Trois-Rivières rayonner à nouveau dans la Martinique et j'espère dans le cœur des Martiniquais, puisque nos lettres, je vais vous laisser la surprise, mais seront éclairées maintenant à partir de tous les soirs. Eh bien, on ira voir ça. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 4 juin, dans le cadre d'un nouveau dispositif d'insertion mis en place par la mission locale du centre, intitulé Garantie Jeunes, le délégué général de Contact Entreprise animera un atelier Dispositif Premier Contact. Cet atelier s'adresse aux 10 premiers jeunes sélectionnés pour intégrer ce dispositif. Il est par ailleurs le parrain de cette première promotion. Vendredi 4 juin de 8h à midi, deuxième édition du concours Raconte-nous l'entreprise, organisé par le Centre d'information et d'orientation de Trinité à l'Office du tourisme de Trinité. Il s'agit d'une compétition entre des élèves de classe de 3e qui présenteront devant un jury leur rapport de stage en entreprise. Le délégué général de Contact Entreprise est le président de ce jury. Voilà, Libreco, c'est fini. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.